Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait toujours du bien et plaisir de sortir de HEC pour aller dans des endroits comme ici. Je ne suis pas sûr d'ajouter énormément de choses à ce qui a déjà été dit. Je suis très content de faire partie du mouvement à ma façon. Donc je vais quand même essayer de situer ça dans la perspective de la décroissance, ce que tu as en quelque sorte introduite à l'instant. En rappelant d'abord que sur Georgescu Roegen, tu as dit qu'il était impopulaire. Il n'est pas impopulaire, il est inconnu. Donc c'est très différent. C'est-à-dire qu'en économie, en tout cas en économie à HEC Montréal, c'est quelqu'un dont on n'entend absolument jamais parler. Donc même s'il a, paraît-il, failli avoir le faux prix Nobel d'économie, là, mais bon, en tout cas, il est vraiment pas du tout évoqué. Donc même pas détesté par mes collègues économistes, il est ignoré. Donc on peut présenter la position de la décroissance de manière partielle en disant qu'elle se fonde d'abord sur un constat très simple qui est celui qui consiste à dire qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Donc on va buter sur un mur à un moment ou à un autre. Alors évidemment on pourrait nous dire, mais certes, mais on est dans un monde qui est quand même assez vaste avec des richesses qui sont encore nombreuses, etc. Alors ça c'est le deuxième constat. Le deuxième constat c'est que les signes de dépassement des limites biophysiques ou des limites écologiques de la planète ne cessent de s'accumuler. Alors ces limites c'est quoi? C'est la capacité de régénération de la planète, sa capacité donc à entretenir, à faire vivre un certain nombre d'espèces ou des ressources, à les rendre disponibles régulièrement. Des ressources qui nous seraient plus ou moins utiles. Donc sa capacité de régénération, elle est déjà largement entamée. On assiste notamment justement à la disparition d'innombrables espèces vivantes actuellement. C'est les capacités d'absorption aussi de la planète, absorption des déchets qui sont produits notamment par notre activité. Là aussi, on en voit les limites chaque jour, et c'est là qu'on arrive sur le terrain, notamment des carburants, des combustibles fossiles, puisque notamment on a une atmosphère dans laquelle s'accumulent des gaz à effet de serre aujourd'hui avec les effets que l'on sait ou que l'on prévoit. Donc ces capacités d'absorption, on les touche, on touche les limites sans arrêt. Et puis c'est aussi les capacités de substitution, c'est-à-dire d'offrir des substituts à des ressources qui éventuellement disparaissent. Alors là, c'est là aussi qu'on est en plein dans notre sujet, puisque les carburants fossiles ne sont pas des ressources renouvelables, ou sont renouvelables éventuellement, mais à des échelles qui sont bien loin de nous intéresser. Donc on a des ressources qui disparaissent, mais qui présentent par ailleurs des caractéristiques qui sont telles qu'elles sont sans substitut réel en fait. Donc il n'y a pas véritablement d'éléments pour remplacer les carburants fossiles sur le plan énergétique. On n'a pas, ça n'existe pas. Ce qui nous amène à un premier constat, c'est-à-dire que si on n'a plus les carburants fossiles, on n'a plus non plus les capacités de production qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'en fait la croissance est terminée. Donc qui dit sortie des combustibles fossiles, dit sortie de la croissance, d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas le faire sur le plan énergétique. Actuellement, on n'a absolument aucun moyen de produire autant. Alors, si on poursuit sur la dynamique actuelle, quel est le risque? Vers quoi va-t-on? Compte tenu de ce qui a été dit aussi tout à l'heure, le risque, c'est celui de l'effondrement de notre civilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des millions d'êtres humains vont tout simplement mourir. C'est ça l'effondrement. Et puis des millions et des millions d'autres humains vont voir leurs conditions d'existence se dégrader encore plus qu'aujourd'hui. Et ce risque, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il est annoncé, qu'il est prédit, qu'il est étudié. Alors le texte le plus célèbre, c'est celui dont parlait tout à l'heure Jean-Luc. C'est le texte de l'équipe Meadows, paru en 1972, qui s'intitulait en français Halte à la croissance. Donc ces chercheurs qui ont tenté de modéliser en fait les interactions entre l'espèce humaine et la planète Terre, d'élaborer dans une approche systémique un certain nombre de scénarios pour essayer de voir vers quoi on tendait. Et tous ces scénarios, en résumé, tendaient vers l'effondrement, sauf dans un cas, à condition qu'on mette un terme à la croissance économique et à la croissance démographique. Dans tous les autres cas de figure, on allait vers cet effondrement. Et donc ça, c'est en 72 qu'on le dit,
Et puis évidemment, rien n'a vraiment changé depuis. C'est même en quelque sorte pire maintenant. Les Meadows ont refait leurs études, ont remis tout ça sur leur métier il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, et arrivent aux mêmes conclusions. Alors ils ont essayé de ne pas présenter ça comme des prédictions, mais ils ont quand même mis en relation leur scénario sur une échelle de temps, et leur scénario qu'ils appelaient à l'époque business as usual, on continue comme toujours, ça nous donnerait un effondrement qui pourrait se produire à partir de 2030 à peu près. Donc là, on est vraiment sur des choses qui sont très difficiles évidemment à anticiper, mais donc ça nous donne quand même une idée de la proximité de cette éventualité. Vous avez peut-être vu au printemps que le PNUD a sorti un rapport sur la question de l'eau, une autre ressource absolument cruciale, peut-être encore plus cruciale que le pétrole pour nous, et qui annonçait que justement à l'horizon de 2030, il y avait à peu près 40% des besoins en eau de l'humanité qui ne pourraient pas être satisfaits, compte tenu de la dynamique actuelle. Bon, donc c'est quand même, on a une ressource là absolument vitale qui pourrait faire défaut, donc à hauteur de 40% des besoins humains prévisible en 2030. Donc voilà à peu près le contexte dans lequel on est. Alors, est-ce que c'est plausible un tel risque? Il me semble que oui. Alors certes, la croissance économique, elle est très atone en Occident. On produit moins vite, hein, donc on croît moins vite sur le plan économique dans les pays occidentaux. Par contre, dans le reste du monde, à l'échelle planétaire, la croissance économique reste vigoureuse, comme disent les économistes. Donc on continue à aller vers ce mur, vers cet effondrement. Par ailleurs, une des difficultés de cet ensemble de phénomènes, c'est que ce sont des phénomènes qu'on appelle non linéaires, qui se caractérisent notamment par des effets d'accélération. La croissance économique est un phénomène non linéaire. On parle d'une croissance exponentielle, c'est-à-dire qu'elle tend à accélérer avec le temps. Donc ces effets, ces conséquences aussi peuvent du coup apparaître beaucoup plus vite qu'on ne l'avait anticipé, hein, et qu'on ne les anticipe intuitivement. Un chiffre, une croissance de 2% par an, qui n'est pas une croissance très forte, il ne faut pas 50 ans pour doubler le volume de l'activité économique considérée, mais 35 ans. C'est ça la croissance exponentielle, donc l'effet d'accélération. On a des effets d'accélération, on a aussi des effets de seuil, hein, de basculement. S'il y a une espèce vivante, bon, elle va décliner lentement, jusqu'à un certain moment où ses capacités de régénération vont être affectées de telle manière qu'elle va disparaître. Donc là, on va avoir un seuil, et cette espèce sera perdue à jamais. Donc c'est typique du genre de problème auquel on fait face. Donc ça fait que c'est une réalité qui est très difficile à appréhender. Et ce qui explique en partie, il me semble, le fait qu'on ne réagisse pas, en dépit de ces mises en garde, en dépit de tous les indices qui sont là et qui devraient nous inquiéter plus que sérieusement. Donc ces phénomènes sont relativement peu visibles. Bon, oui, on commence à voir un certain nombre de choses, à l'éprouver, mais dès qu'il fait un peu froid l'hiver, on nous dit évidemment qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, etc. Enfin, des choses que vous savez. Donc c'est difficile à appréhender immédiatement. C'est relativement contre-intuitif, hein, ces histoires de non-linéarité, c'est pas comme ça qu'on a tendance à se représenter les phénomènes historiques, donc ça va un peu contre notre façon spontanée de penser. C'est évidemment imprévisible, bah oui, un effondrement comme celui dont il est question, ça n'a jamais été vécu, en dépit de ce que nous racontent aussi des économistes qui nous disent de tout temps, les civilisations ont eu tendance à aller vers ce genre de phénomène, c'est absolument incomparable, il n'y a rien de comparable à ce qu'on est en train de vivre. Peut-être aussi que c'est difficile à appréhender parce que c'est très effrayant, hein, et comme dit le philosophe Jean-Pierre Dupuy, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons, en fait, hein. Donc il faudrait, et pour des militants que beaucoup d'entre vous êtes, c'est probablement un des enjeux. Comment faire en sorte que nous finissions par croire ce que nous savons? C'est-à-dire que nous savons que nous allons vers l'effondrement, mais tout se passe comme si on n'y croyait pas vraiment, en fait. Donc tout ça fait que ça rend plausible, effectivement, cet effondrement, parce qu'on n'y croit pas vraiment. Et du coup, on ne prend pas vraiment non plus, évidemment, les moyens d'essayer de bifurquer. Par ailleurs, ces moyens, est-ce qu'on les a? On voit bien aussi les difficultés. Alors, je sais pas, on pense à la conférence de Paris, on voit à quel point ils sont loin des objectifs qu'il faudrait atteindre pour réussir à bifurquer. Dans quelle mesure on a la maîtrise de la dynamique dans laquelle on est embarqué aujourd'hui? C'est une dynamique qui, il faut le reconnaître, peut-être c'est peut-être par là qu'il faut aussi commencer, humblement, c'est une dynamique qui nous dépasse très largement. Et puis, par ailleurs, une dynamique qui, pour l'instant, sert encore les plus puissants d'entre nous dans nos sociétés. Donc, évidemment, on peut compter sur eux pour surtout ne pas la remettre en question. Donc,
mais même sans eux, je dirais, c'est une dynamique qui très largement nous impose sa logique. Donc là-dedans, qu'est-ce que la position des croissancistes? C'est-à-dire il faut avant tout rompre avec cette logique de croissance, il faut la refuser, il faut en sortir, avant qu'on ait à subir une décroissance spontanée, une décroissance sauvage et forcément dévastatrice. Parce que la décroissance, elle va arriver d'une façon ou d'une autre. C'est ça peut-être le message fondamental qu'il faut garder en tête, c'est que l'effondrement, c'est ça, c'est un phénomène de décroissance, mais de décroissance qui va être dévastateur, qui va évidemment affecter en priorité les plus faibles, les plus démunis, les plus pauvres d'entre nous. Enfin, donc l'alternative dans laquelle on est, c'est ça. Est-ce qu'on arrive à bifurquer volontairement avant ce mur, ou est-ce qu'on assume le fait que on va vers l'effondrement et à ce moment-là on adopte une stratégie plutôt de résilience, de préparation à cet effondrement. D'un point de vue humaniste, il me semble évidemment que la croissance volontaire me paraît être le choix qui s'impose. Donc la décroissance, c'est quoi là-dedans? Fondamentalement, peut-être clarifier les choses là-dessus. On associe souvent ça à une espèce d'opposition moraliste, il faudrait moins consommer, etc. Oui, bien sûr, il faut moins consommer, mais on consomme autant parce qu'on produit autant. Donc, la décroissance, c'est d'abord un anti-productivisme. C'est d'abord la production qu'il faut questionner. C'est d'abord ce qui a été présenté notamment par Alain tout à l'heure qu'il faut questionner. C'est ce monde-là, ces dispositifs qu'il faut questionner, non pas le consommateur lambda, qui fondamentalement n'a pas le choix, dans une très large mesure, que de faire partie de cette dynamique. Est-ce que c'est si dramatique que de renoncer à cette logique de croissance? Et bon, pour des raisons écologiques, on voit bien que non, c'est ce qui pourrait peut-être éviter cet effondrement. Par ailleurs, parmi les arguments, et là je pense toujours au problème dans une perspective de militance, hein, comment aller parler au monde autour de soi, une des choses qu'il faut souligner très fortement contre le discours dominant actuel qui nous dit non, on a besoin de croissance, il nous faut de la croissance, c'est la seule manière, faisons grossir le gâteau, ça permettra de mieux le répartir, enfin tout le discours que vous connaissez bien, qu'on entend un peu partout, souvent y compris à gauche, pas seulement à droite. Une des choses qu'il faut souligner très fortement, c'est qu'il n'y a plus de corrélation entre l'augmentation du PIB et l'augmentation de nos indicateurs de bien-être. On peut faire la critique de ces indicateurs de bien-être, bon, mais admettons qu'ils nous disent quelque chose quand même sur ce que l'on vit dans nos sociétés aujourd'hui. Depuis un bon moment, dans les sociétés occidentales, on peut bien faire augmenter la croissance économique, ça ne fait pas augmenter le sentiment de bien-être des humains occidentaux, et ça ne fait pas non plus augmenter les indicateurs plus objectifs de bien-être, y compris quelque chose comme l'espérance de vie, hein, qui est quand même notre grande fierté occidentale. Il n'y a plus de corrélation. Hein. Donc ça, c'est quand même une bonne façon de dire, attendez, pourquoi continuer à courir après cette croissance, alors même que aujourd'hui, pour nous, ça n'a plus d'incidence positive selon nos propres critères. Je parle pas évidemment de ces conséquences par ailleurs sur le Sud qui sont par ailleurs évidemment tout à fait dramatiques et qui justifieraient à eux seuls la remise en question de cette croissance. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus cette corrélation? Déjà, il faut, et là aussi ça permet de souligner un autre, de contester un autre élément du discours croissanciste, c'est que ça fait un bon moment que la croissance ne crée plus vraiment d'emplois en fait. Donc, alors c'est bien souvent ce qui va nous être opposé. Alors, vous voulez la croissance, mais donc vous voulez la fin de l'emploi, la fin du travail. Donc, bon, en fait, ça fait un paquet de temps que c'est plus le cas en Occident. Par ailleurs, cette croissance, elle est aussi associée maintenant de plus en plus clairement, c'est identifié avec de plus en plus de certitude, avec un tas de problèmes de santé aussi, hein, qui sont développés, des maladies de civilisation qui sont très clairement corrélées aussi avec cette course à la production de marchandises dans laquelle on est embarqué. Donc la plupart des grandes maladies auxquelles on fait face aujourd'hui, les maladies chroniques, là, on peut les associer à cette dynamique dans laquelle on est, ce qui permet de comprendre pourquoi il n'y a plus de corrélation entre croissance et sentiment de bien-être. Évidemment, plus fondamentalement encore, cette croissance, elle ne donne aucun sens à nos vies, hein, produire pour produire. Bon, on est tous embarqués là-dedans plus ou moins. C'est une logique qui est fondamentalement aliénante, qui nous oblige à faire des choix qui vont à l'encontre de nos aspirations les plus fondamentales, parce que vivre dans ce monde-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire orienter son existence en fonction d'impératifs de rentabilité, d'efficacité, de performance, avant tout, bien avant toute autre préoccupation. Donc tout
ça permet de comprendre pourquoi l'association croissance et bien-être a disparu. Est-ce que c'est utopique que d'en appeler à la décroissance? Oui, c'est certainement utopique, mais ça l'est moins que de croire qu'on va pouvoir avoir une croissance infinie dans un monde fini. Donc c'est ça qu'il faut, je crois, là aussi, opposer aux détracteurs, à ceux avec qui vous aurez l'occasion de discuter. Bah, oui, penser qu'on peut continuer comme ça encore longtemps, c'est vraiment de la folie. Donc les rêveurs dangereux, enfin c'est pas des rêveurs, parce que rêveurs, j'aime bien le mot, mais donc ça, on est plutôt dans un cauchemar, là, mais ce sont des gens pas sérieux, ceux qui continuent à penser que c'est la solution que de tout mettre en œuvre pour assurer la croissance. Donc c'est sûr qu'il y a peu de chances de réussir à bifurquer, mais c'est un peu notre seule chance pour éviter cet effondrement. Là-dessus, la décroissance n'a pas grand-chose à proposer en termes de solutions. C'est peut-être une de ses faiblesses, en tout cas c'est un des reproches qu'on lui adresse. Fondamentalement, donc, ce qu'on propose, c'est plutôt de se donner des balises, des principes. Et le premier principe, ce serait celui de produire moins. Je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste là-dessus. D'abord, faire baisser la production. Deuxième principe, une logique de partage. Partager ce monde, et remettre ce monde en commun. C'est des beaux mots, c'est des beaux principes. Évidemment, là encore, on voit le chemin à faire, puisque ça veut dire quoi? Si on assume cette idée du partage, ça veut dire remettre en question la propriété privée, qui est, quand on regarde le chemin qu'on a fait par rapport au 19e siècle, il y a quelque chose qui fait peur en fait. Au 19e siècle, on n'hésitait pas quand même à gauche à remettre en question la propriété privée, c'était une évidence. Aujourd'hui, à gauche, il n'y a pas grand monde qui s'aventure là-dessus. Et pourtant, c'est clairement une des choses à laquelle on doit aboutir. Enfin, comment sortir de ce merdier sans remettre en question, sans questionner la propriété privée? Je ne vois pas. Mais il n'y a pas grand monde qui le fait. Donc à mon avis, ça fait partie de la solution. Et puis, au troisième principe, qui serait celui de décider vraiment, alors donc reprendre le contrôle sur nos existences, chose auquel on a renoncé aussi depuis bien longtemps. Là encore, je suis étonné, là encore, par comparaison avec les revendications du 19e siècle, voir à quel point, finalement, on a plutôt reculé par rapport à ce qui pouvait être réclamé chez les socialistes en général, bon, évidemment chez les anarchistes. Une des implications qui me paraît importante, et qui me concerne moi en tant que prof dans une école de gestion, mais c'est que ça veut dire notamment que une des cibles qu'il faut se donner, c'est de mettre un terme à la domination sur nos vies d'une organisation particulière qui est l'entreprise capitaliste. Donc là aussi, comment sortir de ça si on n'abolit pas l'entreprise capitaliste? Je ne vois pas. En tout cas, je ne dis pas qu'on va le faire demain, mais que c'est une des conditions pour en sortir. Il faut sortir de là. Ce qu'a décrit Alain, c'est quand même, c'est ça, c'est la domination, alors là, d'un certain type d'entreprise dans un certain secteur, mais c'est exactement au cœur de toute cette dynamique qu'il faut arrêter aujourd'hui. Et là encore, je suis très étonné de voir à quel point finalement c'est assez rare de voir des gens, y compris à gauche, dire il faut remettre en question l'entreprise capitaliste. Alors, on dit des gens au 19e siècle pour qui c'était une évidence, ça l'est plus aujourd'hui et pourtant ça doit absolument le devenir. Donc je termine là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Le travail que lance avec l'appel de l'Est me paraît être essentiel. Donc du côté de la décroissance, on va beaucoup insister sur une idée qui est celui de la décolonisation de l'imaginaire. Une société se fonde toujours sur un imaginaire. On est dans un imaginaire qui est croissanciste, on peut l'appeler capitaliste. Il faut le contester, il faut l'interroger, il faut le fragiliser, tenter de favoriser l'émergence d'un autre imaginaire. Comment est-ce qu'on change d'imaginaire? On ne change pas d'imaginaire comme de chemise, on ne fait pas ça volontairement. Une des façons peut-être de provoquer des changements, c'est aussi de s'engager dans des expérimentations individuelles ou collectives, mieux collectivement, parce que quand on fait ça individuellement, on se sent encore plus démuni probablement, mais collectivement, l'expérimentation en elle-même, peut-être qu'elle ne va pas changer les choses de manière drastique, mais elle va justement provoquer des prises de conscience, provoquer une autre façon de voir les choses, et donc favoriser l'émergence d'un autre imaginaire. Donc on va avoir Maud qui va nous parler, j'espère, tout à l'heure, mais elle est engagée justement sur une expérimentation collective qui me paraît tout à fait importante de ce point de vue-là. Et puis, dernier élément, c'est sûr qu'il faut aller sur la place publique de différentes manières, avec le courage qu'on a. Moi, j'en ai pas toujours assez.
vous êtes plus jeune, peut-être plus courageux que moi, mais c'est sûr que tout ce qui est de l'ordre de la manifestation publique d'une opposition à tout ça me paraît essentiel, sous des formes plus ou moins agressives. C'est sûr qu'une des critiques qu'on adresse à la décroissance en général, c'est qu'on est un petit peu trop gentil, on a un petit peu tendance à penser que ça pourrait juste se transformer dans les têtes et puis qu'ensuite ça se passerait gentiment. Ça, c'est sans doute un peu naïf. Donc c'est sûr qu'il faut s'opposer d'une manière ou d'une autre. Et ce que vous voulez tenter avec les hydrocarbures me paraît tout à fait pertinent, essentiel, indispensable. C'est sûr que si on s'oppose à ces carburants fossiles, on s'oppose à la croissance, on vient mettre le doigt sur vraiment un des nœuds de ce monde-là. Donc une façon d'envisager son basculement, sa disparition, c'est clairement de s'attaquer à ces carburants. Merci.